Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti ce frisson quand un secret bien gardé menace de tout chambouler, comme une tasse de café trop chaude qui renverse sur la nappe du dimanche? Moi, Paulette, une grand-mère comme tant d'autres, je vais vous murmurer cette histoire qui a retourné ma vie le jour même du mariage de mon fils. Installez-vous avec une tasse de thé à la main et suivez-moi jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire la ville d'où vous m'écoutez, que je sente jusqu'où porte ce récit venu du cœur. Je me suis réveillée le jour du mariage de Martin complètement chauve. Pendant un instant, dans la lumière tamisée du matin, j'ai cru à un cauchemar. Ma main a glissé vers ma tête, cherchant les boucles argentées que je choyais depuis des décennies. Au lieu de cela, ma paume a effleuré un crâne nu rugueux de chaume. Le miroir a confirmé mon pire tourment. 67 ans de vie, et je ne m'étais jamais sentie aussi fragile. Des touffes de cheveux s'accrochaient encore pitoyablement à mon cuir chevelu, comme si quelqu'un avait pris des ciseaux ou pire pendant mon sommeil. Mon reflet me fixait les yeux creux, méconnaissables. Béatrice, ai-je murmuré, la voix brisée. C'était elle. Ma belle-fille s'était glissée dans ma chambre au milieu de la nuit et avait massacré ma chevelure. La vérité m'a frappée comme un coup au ventre me pliant en deux au-dessus du lavabo. J'avais passé des semaines chez la coiffeuse pour ce jour-là, le mariage de Martin. Le shampoing teinté, la mise en plis soignée, l'envie de me sentir enfin belle après des années à m'effacer dans l'ombre, tout anéanti par un geste malveillant. Mes mains tremblaient en attrapant le téléphone. Martin, viens tout de suite, j'ai besoin de toi. Maman, il est 6 heures du matin. Le mariage n'est que dans l'après-midi. Ta femme m'a coupé les cheveux. Les mots sont sortis hachés à peine audibles. Un silence s'est étiré entre nous. Quand il a enfin parlé, sa voix portait cette pointe d'agacement que je redoutais tant. De quoi tu parles? Elle est entrée dans ma chambre hier soir. Elle m'a tondu, Martin. Je suis chauve, Anthem. Une autre pause. Maman, ça sonne comme... Tu es sûre que tu n'as pas eu un malaise? Peut-être que tu devrais... Je n'ai pas de malaise. Les mots ont jailli de moi, désespérés crus. Ta femme m'a agressée pendant mon sommeil. Quand Martin est arrivé 1 heure plus tard, Béatrice l'accompagnait. Elle est entrée chez moi, avec l'aisance de celle qui se sent chez elle, ses cheveux blonds, impeccablement coiffés, captant le soleil du matin qui filtrait par la fenêtre de la cuisine. Oh mon Dieu, Paulette, a-t-elle dit en portant la main à sa bouche, feignant l'horreur. Qu'est-il arrivé à tes cheveux? La comédie était parfaite. Si je n'avais pas su, j'aurais cru à sa compassion sincère. Tu sais très bien ce qui s'est passé, ai-je répondu, la voix plus ferme que je ne l'étais. Les yeux de Béatrice se sont écarquillés d'une innocence théâtrale. Je ne vois pas de quoi tu parles, Martin. Ta mère m'accuse d'une chose affreuse. Mon fils a regardé entre nous, le visage crispé de frustration. À 35 ans, Martin avait hérité du menton fuyant de son père et de mon entêtement à moi. Mais pas une once de cran pour affronter la femme qu'il avait épousée. Maman, c'est ridicule. Béatrice était avec moi toute la nuit. On a dormi à l'hôtel, tu te souviens, pour le dîner de répétition. Elle aurait pu venir après que tu t'endormes. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? La voix de Martin portait ce ton condescendant qu'il avait pris ces 3 dernières années, depuis que Béatrice avait enroulé ses ongles manucurés autour de lui. J'ai scruté ma belle-fille, cherchant une faille dans son numéro, parce que ta belle-mère ne voulait pas que je sois plus belle que Geneviève aujourd'hui. Béatrice a poussé un hoquet, la main sur la poitrine. Paulette, comment peux-tu dire une horreur pareille? Jamais je ne... Tu me l'as dit toi-même la semaine dernière que Geneviève était nerveuse pour les photos, qu'elle craignait de paraître vieille à côté de la famille hors du marié. C'était juste une conversation. La voix de Béatrice a monté au diapason parfait de l'innocence blessée. Je n'arrive pas à croire que tu déformes mes mots comme ça. Martin s'est approché de sa femme, son bras glissant protecteur autour de sa taille. Le geste m'a transpercé la poitrine comme un couteau froid. Maman, tu dois t'excuser tout de suite. M'excuser, le mot est sorti en un souffle. Martin, regarde-moi. Vraiment, regarde-moi. Il a jeté un œil à mon crâne nu, puis détourné le regard vite fait. Peut-être que tu devrais voir un médecin. La perte de cheveux, ça peut être un signe de stress. Ou ça n'est pas tombé. C'était coupé. Tu es paranoïaque, maman. Et franchement, c'est embarrassant. Embarrassant. Le mot s'est posé dans mon estomac comme une pierre. Mon propre fils trouvait ma douleur embarrassante. Béatrice s'est rapprochée de Martin, la voix douce et raisonnable. Peut-être qu'on devrait reporter le mariage, laisser à Paulette le temps de se faire aider. Non. Le mot a éclaté de moi avec une force surprenante. N'osez pas reporter ce mariage à cause de ce que tu m'as fait. Ce que j'aurais soi-disant fait a corrigé Béatrice, son sourire inchangé.
J'ai fixé mon fils, cherchant dans son visage la trace du petit garçon qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Tu la crois vraiment elle plutôt que moi? Je crois ce qui a du sens, maman. Et ça n'en a pas. Le silence qui a suivi a eu le poids d'une mort. Debout dans ma propre cuisine, contemplant mon reflet chauve dans le grille-pain, j'ai compris qu'un basculement fondamental s'était produit. Je n'étais plus la mère de Martin, pas de la façon qui compte. J'étais un désagrément, un problème à gérer. J'ai besoin de trouver quelque chose pour couvrir ma tête, ai-je dit enfin. Le sourire de Béatrice s'est illuminé. Oh, j'ai vu une petite boutique de perruques charmante en centre-ville. Très abordable. Le mot abordable a flotté dans l'air comme une insulte, venant d'une femme qui dépensait plus en coloration mensuelle qu'en course pour un mois. En partant, Martin s'est arrêté à la porte. Maman, s'il te plaît, tu ne fais pas d'esclandre aujourd'hui. Cette journée n'est pas pour toi. J'ai hoché la tête, la gorge trop nouée pour parler. Une fois la porte fermée, je me suis affaissée dans mon fauteuil préféré et j'ai laissé les larmes venir. Des larmes chaudes, enragées, qui couvaient depuis 3 ans. Cette journée n'était pas pour moi. Apparemment, aucun jour ne l'était plus. La perruque bon marché me grattait affreusement, mais c'était mieux que rien. J'avais écumé 3 boutiques avant d'en trouver une qui ne me faisait pas ressembler à un déguisement de carnaval. Même ainsi, les cheveux auburn synthétiques paraissaient étrangers et évidents sous les lumières de l'église. Assise au 3e rang, pas au premier comme la mère du marié l'aurait dû, j'ai regardé. Geneviève trônait au-devant. Ses cheveux gris étaient coiffés par un professionnel, sa robe bleu marine taillée sur mesure. Elle avait l'air élégante, distinguée, tout ce que j'aurais dû être au mariage de mon fils. Geneviève n'est-elle pas resplendissante, a chuchoté la dame à côté de moi, si raffinée. J'ai acquiescé d'un sourire, comme on m'avait appris à le faire ces 3 dernières années. Toujours sourire, toujours approuver, ne jamais faire de vagues. La vérité, c'est que cette humiliation mijotait depuis le jour où Martin avait annoncé ses fiançailles. Je n'avais simplement pas voulu le voir. Je me rappelais ce premier dîner où Béatrice avait amené ses parents pour me rencontrer. J'avais passé 2 jours à tout astiquer ma petite maison modeste rayonnée et j'avais cuisiné le plat préféré de Martin, un bon bœuf bourguignon. À leur arrivée, Geneviève avait traversé mon salon comme si elle visitait un musée de la pauvreté. Comme c'est charmant, avait-elle dit, en inspectant mes rideaux faits main. C'est si bien quand les gens se contentent de ce qu'ils ont. Béatrice avait ri ce tintement qui me hérissait les dents. Maman, tout le monde n'a pas les moyens d'un décorateur. Même alors Martin n'avait rien dit. Il s'était contenté de manger mon bœuf bourguignon pendant que ses futurs beaux-parents dressaient l'inventaire de ce qui me manquait. Le secret qu'ils ignoraient, le secret que personne ne connaissait. Me brûlait la poitrine comme un charbon ardent. 2 millions d'euros. Voilà ce que ma sœur Charlotte m'avait laissé en mourant il y a 2 ans. Charlotte qui n'avait jamais épousé, jamais eu d'enfant, qui avait amassé une petite fortune avec des placements prudents et un cabinet comptable florissant. Promettez-moi de ne le dire à personne tout de suite, avait-elle murmuré depuis son lit d'hôpital. Observe comment les gens te traitent quand ils croient que tu n'as rien. C'est comme ça que tu sauras qui t'aime vraiment. J'avais tenu cette promesse même quand cela signifiait endurer les méchancetés distraites de Béatrice. Même quand Martin avait commencé à me traiter comme un fardeau plutôt que comme sa mère. La marche nuptiale a retenti et j'ai vu le visage de mon fils s'illuminer tandis que Béatrice avançait dans l'allée. Il la regardait comme si elle était tout le bien du monde. Comme il me regardait autrefois quand il était petit et que j'étais son univers entier. Après la mort de son père, nous n'avions été que tous les 2 contre le monde. Martin avait 8 ans perdus en colère et j'avais enchaîné 3 boulots pour nous maintenir à flot. Nettoyage de bureau, la nuit extra en traiteur le week-end et saisie de données le jour pendant qu'il était à l'école. Chaque centime partait pour son avenir. Cours de piano, colonie de vacances, fonds pour les études. Tu es la meilleure maman du monde. Il me le disait quand je me glissais dans mon lit épuisée à minuit pour me réveiller 4 heures plus tard et recommencer. Mais quelque part en chemin, j'avais cessé d'être la meilleure maman du monde. J'étais devenue la maman embarrassante, qui travaillait trop, qui ne pouvait pas s'offrir les jolies choses que les autres parents offraient, qui arrivait aux fêtes de l'école dans son uniforme du boulot qu'elle avait quitté en hâte. Elle veut bien faire. Je l'avais entendu dire à un ami au lycée une fois. Elle ne comprend pas vraiment comment ça marche. Ça avait piqué, mais je m'étais dit que c'était l'embarras normal d'un ado. Il en sortirait. Il n'en est jamais sorti. Maintenant, en le regardant promettre amour et fidélité à Béatrice, je me demandais quand exactement je l'avais perdu. Était-ce quand je n'avais pas pu payer le voyage de fin d'études en Italie,
quand j'avais dû lui demander de trouver un petit job pour aider aux frais d'université, quand j'avais choisi des cadeaux de Noël pratiques plutôt que les gadgets chers que ses copains recevaient, ou était-ce simplement que je l'avais aimé trop fort, sacrifié trop jusqu'à m'effacer complètement? La mariée et rayonnante a annoncé Geneviève assez fort pour que plusieurs rangs entendent. Nous sommes si bénis d'avoir une fille aussi parfaite. L'accent mis sur parfaite fille ne m'a pas échappé, ni à quiconque d'ailleurs. Au vin d'honneur, je me suis retrouvée reléguée à une table au fond, avec des cousins éloignés et des amis de famille que je connaissais à peine. Béatrice avait insisté pour cet arrangement, prétextant que ce serait plus confortable pour moi d'être avec des gens de mon âge. Les gens de mon âge se sont avérés charmants. En fait, Marguerite, l'institutrice de Martin en CE2, se rappelait ma fierté à chaque événement scolaire. Tu ne manquais jamais rien, m'a-t-elle dit avec chaleur. Pluie ou beau temps, tu étais toujours là à l'encourager. C'était il y a longtemps, ai-je répondu en regardant Martin danser avec sa nouvelle épouse. Pas tant que ça, a répliqué Marguerite. Je me souviens que tu faisais des doubles shifts et que tu venais encore à la foire aux sciences. C'est ça l'amour vrai. Mais l'amour vrai, j'apprenais, ne garantissait rien, sûrement pas le respect. Quand les discours ont commencé, Martin a remercié les parents de Béatrice avec effusion. Il a parlé de la sagesse et des conseils de Geneviève, de la façon dont il l'avait accueillie dans leur famille. Il a mentionné les astuces professionnelles de son nouveau beau-père et sa générosité. Il ne m'a pas mentionné. Pas une fois dans tout son discours, mon fils n'a reconnu la femme qu'il avait élevée seule, qui avait tout sacrifié pour son bonheur, qui était venue ici aujourd'hui avec une perruque bon marché parce que sa femme avait détruit le seul caprice que je m'autorisais. Les applaudissements se sont tus et je me suis éclipsée aux toilettes. Dans le miroir, mes faux cheveux paraissaient encore plus évidents sous les néons crus. La femme qui me fixait était une étrangère vaincue, invisible, oubliée. Mais, en ajustant la perruque quelque chose d'autre, m'a regardé du miroir quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, la colère. Une colère pure nette qui tranchait la douleur comme une lame. J'avais 2 millions d'euros dans un compte en banque que personne ne connaissait. J'avais des choix qu'il n'imaginait même pas. Et pour la première fois en 3 ans, j'étais prête à les faire. La question n'était plus si ma famille m'aimait. La question était si j'étais enfin prête à cesser de le supplier. Le moment est venu pendant la découpe du gâteau. J'étais près du buffet des desserts, essayant de me fondre dans le décor quand le rire de Béatrice a retenti au-dessus de la foule. Elle tenait salon près de la table d'honneur, régalant un groupe d'invités d'une histoire qui semblait hilarante. « Oh, vous auriez dû la voir ce matin !» disait Béatrice, sa voix portant ce ton particulier qui me donnait la chair de poule. La pauvre mère de Martin était convaincue que j'avais pénétré chez elle et lui avais coupé tous les cheveux pendant son sommeil. Le groupe a éclaté de rire. Quelqu'un à côté. Elle t'a vraiment accusé. Vous imaginez, a continué Béatrice, la main sur le cœur en détresse feinte. La pauvre, elle devient si paranoïaque. On s'inquiète vraiment pour son état mental. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Elle le racontait vraiment là, devant des invités de mariage, me faisant passer pour une vieille femme délirante. L'âge peut être si cruel, a renchéri Geneviève, secouant sa tête impeccablement coiffée. Certains ne supportent pas de vieillir avec grâce. Exactement, a dit Béatrice, la voix dégoulinante de fausse compassion. On essaie d'être patient, mais honnêtement, ça devient un vrai fardeau pour Martin. Il est trop gentil pour le dire, mais je vois le stress que le comportement de sa mère lui cause. Marguerite, qui se tenait près de moi, a hoqueté doucement. « C'est affreux », a-t-elle murmuré. « Comment peut-elle dire de telles choses ?» Mais j'étais figée regardant la nouvelle femme de mon fils détruire méthodiquement ma réputation devant des gens que je connaissais depuis des lustres, des gens qui m'avaient vu élever Martin, qui savaient les sacrifices que j'avais faits, entendaient maintenant que j'étais un fardeau paranoïaque. On en a même discuté, a poursuivi Béatrice, baissant la voix en un murmure complice qui portait encore plus loin. On pense qu'il est temps que Paulette envisage une maison de retraite, quelque part où elle aura les soins dont elle a besoin, maison de retraite. Les mots m'ont giflé. C'est probablement pour le mieux, a répondu quelqu'un. Ma tante a traversé la même chose. Elle a commencé à faire des accusations folles, à oublier des choses. C'était dur pour la famille. Je ne respirais plus. Cette femme cruelle et calculatrice réécrivait mon existence entière, me transformant en un problème à résoudre, un fardeau à gérer. Et où était Martin pendant cet assassinat de caractère riant avec ses témoins à 20 pas complètement inconscients que sa femme piétinait la dignité de sa mère mensonge après mensonge? Marguerite m'a touché le bras doucement. « Paulette, ça va, tu… » a l'air pâle.
Avant que je puisse répondre, la voix de Béatrice s'est élevée de nouveau. Oh, la voilà, Paulette. Elle m'a fait signe de m'approcher avec ce sourire éclatant qui n'atteignait jamais ses yeux. On parlait justement de toi. Je me suis approchée sur des jambes d'eau. Le groupe s'est tourné vers moi et je l'ai vu sur leur visage. Pitié mêlée d'embarras. Ils me regardaient comme on regarde quelqu'un qui a perdu l'esprit. Béatrice nous racontait juste ton matin. Une des femmes a dit doucement. Comment te sens-tu, ma chère? La question suintait de fausse sollicitude le ton qu'on emploie avec un enfant perdu. Ces gens que je connaissais depuis des années me parlaient maintenant comme si j'étais fragile brisée. Ça va, ai-je réussi à dire? Bien sûr que oui, a dit Béatrice en s'approchant et en posant la main sur mon bras, un geste qui semblait soutenant mais se révélait possessif. On est tous là pour toi, Paulette? C'est à ça que sert la famille. Famille et le mot avait un goût amer dans ma bouche. En fait, a continué Béatrice sa voix, prenant ce ton clair et serviable qui me hérissait. Martin et moi en avons parlé, et on pense qu'il est temps que tu prennes un peu de recul. Tu sais te concentrer sur toi. Peut-être qu'il est temps de te retirer de la gestion de la vie des autres. Le groupe a murmuré son approbation. Me retirer de la gestion de la vie des autres. Comme si j'avais été une belle-mère intrusive au lieu d'une femme qui avait élevé son fils seule et n'avait demandé en retour que le respect le plus basique. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Ai-je demandé, la voix à peine stable. Eh bien, a dit Béatrice en jetant un regard au groupe comme pour chercher du soutien. On pense que tu devrais envisager de tracer ton propre chemin, tes propres centres d'intérêt. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de dépendre de Martin pour ta vie sociale et tes besoins affectifs. Dépendre de Martin. L'accusation était si inversée, si fausse que j'ai failli rire. Je ne dépendais de Martin de rien depuis des années. Si quoi que ce soit, c'était lui qui m'appelait quand il avait besoin d'un conseil, quand sa voiture tombait en panne, quand lui et Béatrice se disputaient. Tu penses que je dépends de mon fils, ai-je demandé. Oh, ma pauvre! Geneviève est intervenue, sa voix sirupeuse de fausse gentillesse. C'est si courant chez les mères veuves de devenir trop accrochées à leurs enfants. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas sain non plus. Trop accrochée à l'enfant que j'avais élevé seul. Au fils, pour qui j'avais trimé à 3 boulots. Au garçon qui me disait autrefois que j'étais sa meilleure amie. Exactement, a dit Béatrice se prenant à son thème. Martin a besoin d'espace pour bâtir sa propre famille maintenant. Ce n'est pas juste de le charger de drames constants et d'accusations. Le mot fardeau m'a frappé comme un coup physique, après tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais abandonné. On me qualifiait de fardeau par une femme qui connaissait mon fils depuis 3 ans. Je crois qu'il y a eu un malentendu, ai-je dit, la voix se raffermissant. Je n'ai jamais accusé qui que ce soit de quelque chose qui n'était pas vrai. Le sourire de Béatrice a vacillé un instant. Si vite que j'ai failli le rater. Mais il est revenu plus éclatant que jamais. Bien sûr, ma chère, a-t-elle dit. Mais tu dois comprendre comment ça sonnait. Comment ça faisait se sentir Martin d'avoir sa nouvelle femme accusée d'une chose si bizarre. Bizarre? Le mot est sorti plus fort que je ne voulais. Plusieurs personnes proches se sont tournées. Paulette a dit « Geneviève fermement, tu fais une scène. Faire une scène à mon propre mariage de fils pour me défendre contre des mensonges. » J'ai regardé autour du groupe ces visages connus depuis des décennies et n'y ai vu que malaise et pitié. Ils la croyaient. Chaque mot de son récit habilement tissé, ils le croyaient. Tiens, tu as raison, ai-je dit enfin. Je pense qu'il est temps que je prenne du recul. Le sourire de Béatrice était triomphant. Je suis si contente que tu comprennes. On veut tous le meilleur pour chacun, sauf pour moi apparemment. Je me suis excusée et ai marché jusqu'au parking, ma perruque bon marché, glissant légèrement dans l'air humide. Derrière moi, la fête continuait, les rires et la musique, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais jamais été là. Assise dans ma voiture, toujours avec cette perruque qui grattait et couvrait mon humiliation, j'ai pris une décision. Béatrice avait raison sur un point. Il était temps que je prenne du recul, mais pas comme elle l'imaginait. Le cabinet de l'avocat y sentait le cuir et l'argent ancien. Robert Hartmann avait été l'avocat de Charlotte pendant 15 ans et quand je l'ai appelé le lundi après le mariage, il m'a reçu sur le champ. « J'ai besoin de modifier mon testament », lui ai-je dit assise en face de son bureau en acajou, dans ma plus belle robe, pas celle de mère du marié que j'avais choisie avec soin et jamais vraiment portée. « Bien sûr, Madame Lefebvre, quel changement envisagez-vous » J'ai sorti le dossier que j'avais préparé, à l'intérieur des copies, de tout. Le testament original laissant tout à Martin, mes relevés bancaires, montrant l'héritage de Charlotte et un nouveau plan rédigé de ma main précise.
Je veux retirer mon fils comme bénéficiaire, ai-je dit calmement. Les sourcils de Robert se sont haussés légèrement, mais son expression est restée professionnellement neutre. C'est certainement votre droit. Puis-je demander ce qui motive cette décision? Disons que ma famille m'a fait comprendre qu'elle ne valorise pas ma présence dans sa vie. Il a hoché la tête prenant des notes. Et qui désirez-vous comme nouveau bénéficiaire? J'y avais réfléchi 3 nuits sans sommeil. Je veux créer un fonds de bourse pour les mères célibataires qui étudient pour devenir infirmières. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais travaillé comme aide-soignante pendant 12 ans, l'un de mes 3 boulots, en élevant Martin. C'était un travail honnête, et j'avais toujours regretté de ne pas avoir eu le temps ou l'argent pour passer mon diplôme d'infirmière. C'est un bel héritage, a dit Robert. Nous pouvons l'organiser sans problème. Y aura-t-il des dispositions pour les membres de la famille? Aucune. Il a noté, encore. Madame Lefebvre, je dois demander cette décision est-elle prise sous contrainte? Vous sentez-vous pressée par qui que ce soit? J'ai failli rire. Si quoi que ce soit, j'étais enfin libre de pression. Aucune contrainte, juste de la clarté. L'élément suivant de ma liste était plus dur. Je me suis rendue à l'agence immobilière des Rives où Janine Moreau travaillait depuis 20 ans. Janine m'avait vendu ma maison quand Martin avait 10 ans et je lui faisais confiance pour sa discrétion. Paulette a souri, Janine en me voyant entrer. Comment était le mariage? On m'a dit qu'il était magnifique. Magnifique. Oui, je suppose qu'il l'était. Si on ignorait l'assassinat de caractère et l'humiliation publique, c'était charmant, ai-je dit. Janine, j'ai besoin de te parler de la vente de ma maison. Son sourire affaibli. Vendre. Mais tu adores cette maison, tu y as mis tant de cœur. J'avais adoré. Chaque week-end pendant 15 ans, j'avais investi mon temps libre dans cette petite maison de 2 chambres, le jardin que j'avais cultivé, la cuisine rénovée sou par sou, le salon où Martin faisait ses devoirs pendant que je gérais mes papiers de nuit à la table de la cuisine. Je suis prête pour un changement et je dis simplement « Eh bien, le marché est bon en ce moment. Tu veux rapetisser, il y a de jolies résidences pour seniors. En fait, je pense partir hors région. » Janine a cligné des yeux. « Hors région ou à Bordeaux ?» Ma cousine Rebecca y vite, elle m'invite depuis des années. C'était vrai, Rebecca, la fille de la sœur de ma mère, et nous nous écrivions des cartes à Noël, et nous appelions parfois. Quand je l'avais contactée hier, elle avait été ravie. « Viens pour un long séjour », avait dit Rebecca. « J'ai une communauté formidable ici. Seniors actifs, club de lecture, randonnée. Tu adorerais. Je pourrais en faire une installation permanente, lui ai-je dit. Encore mieux, j'ai une chambre d'amis qui est à toi tant que tu veux. » Janine me fixait toujours. Paulette, ça semble très soudain. Tu es sûre de ne pas décider trop vite? Peut-être que tu devrais en parler à Martin d'abord. Martin m'a fait comprendre à son mariage que je dois tracer mon propre chemin et arrêter de dépendre de lui. Ai-je dit. Je ne fais que suivre son conseil. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai déménagé avec une efficacité tranquille. J'ai donné la plupart de mes meubles à des associations, ne gardant que les pièces qui comptaient vraiment. La vaisselle de ma mère, les bijoux de Charlotte, les albums photos de l'enfance de Martin. Je n'ai rien dit à personne, ni à Martin, ni aux voisins, ni aux dames de mon club de lecture. Je me suis simplement affairée, nouant les fils en vrac, avec la précision méthodique apprise en décennies de crise gérée seule. La partie la plus dure a été le box de stockage. J'en ai loué un petit de l'autre côté de la ville et l'ai rempli de cartons de souvenirs d'enfance de Martin, ses bulletins, ses dessins. Les cartes pour la fête des mères qu'il m'avait faites à l'école primaire avec du papier canson et des crayons de couleur. « Tu es la meilleure maman du monde ». Une carte disait de sa main d'enfant de 6 ans « Je t'aime jusqu'à la lune et retour ». Je les ai emballées avec soin, au cas où un jour il voudrait se rappeler qui j'avais été pour lui. Les appels ont commencé 2 semaines après le mariage. D'abord juste Martin pour prendre des nouvelles. Sa voix, avec cette pointe de culpabilité qui signifiait que Béatrice avait sûrement commenté qu'il négligeait sa mère. « Salut maman, juste pour voir comment tu vas. Je vais bien mon chéri. Et la vie de mariée super, super. Béatrice est incroyable, on est vraiment heureux. Je suis contente, tu fais quelque chose d'amusant. Tu sors un peu, la question était chargée du sous-texte de notre dernière conversation. Est-ce que je me faisais ma propre vie, comme Béatrice l'avait suggéré? Est-ce que j'apprenais à être moins dépendante? En fait, oui, ai-je dit. J'ai été assez occupée. Oh bien. Quoi comme chose, juste à m'occuper de trucs que je repoussais. Ce n'était pas un mensonge. J'avais repoussé de vivre ma propre vie pendant des décennies. Le 2e appel est venu quand ma maison est passée en vente.
Janine avait dû en parler à quelqu'un car la voix de Martin était aiguisée de confusion. Maman, c'est quoi cette histoire de vente de la maison? Janine Moreau a appelé Béatrice pour dire que tu l'avais mise en vente. Je fais des changements, ai-je dit calmement. Quel changement? Tu n'as rien dit pour la vente. Tu as raison, je ne l'ai pas mentionné. J'apprends à prendre mes décisions sans te charger des détails. Une pause, me charger. Maman, de quoi tu parles? Béatrice l'a dit très clairement à ton mariage que je devais arrêter de dépendre de toi et tracer mon propre chemin. C'est ce que je fais. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, et j'interrompus doucement. Je l'ai entendu très bien et elle avait raison. Il est temps que je bâtisse ma propre vie. Mais vendre la maison, c'est extrême. Où vas-tu vivre? J'ai des options. Une autre pause plus longue. Maman, tu m'inquiètes. Ça ne te ressemble pas. Il avait raison, ça ne me ressemblait pas. L'ancienne moi aurait demandé sa permission, cherché son approbation, veillé à ce que tout changement dans ma vie s'intègre commodément à son agenda. Mais l'ancienne moi avait aussi cru que l'amour et le sacrifice seraient récompensés par du respect et de la considération. L'ancienne moi s'était trompée sur beaucoup de choses. Je vais bien, Martin, mieux que bien en fait. Je suis excitée pour ce nouveau chapitre. Et nouveau chapitre, maman, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Tout ai-je pensé. Je ne te dis pas que ta femme est une femme cruelle et manipulatrice. Je ne te dis pas que ton mariage a été le jour le plus humiliant de ma vie. Je ne te dis pas que j'ai assez d'argent pour disparaître à jamais si je le veux. Je ne te dis rien parce que tu n'as pas à être chargé de gérer ma vie et je dis à la place. N'est-ce pas ce que tu voulais? L'appel s'est terminé sur des promesses de se reparler bientôt. Mais j'entendais la confusion dans sa voix. Bien, qu'il se questionne, qu'il doute de vraiment connaître sa mère, parce que la vérité c'est que je commençais juste à me connaître moi-même. Ils sont arrivés un jeudi matin. 3 semaines après avoir mis la maison en vente, j'étais dans la cuisine à emballer la vaisselle de ma mère dans des boîtes capitonnées quand j'ai entendu la clé de Martin dans la porte d'entrée. Il avait encore la clé, bien sûr. Je la lui avais donnée à 16 ans, et il ne m'était jamais venu à l'esprit de la lui reprendre, même après qu'il m'avait fait comprendre que je n'étais plus une priorité dans sa vie. Maman a-t-il appelé? Faut qu'on parle. On. Mon estomac s'est noué en entendant la voix de Béatrice flotter dans le couloir. « Paulette, où es-tu » J'ai essuyé mes mains sur le torchon et suis allée au salon où je les ai trouvés debout parmi mes cartons emballés comme des envahisseurs inspectant un territoire conquis. Béatrice était vêtue de sa perfection habituelle, un pull crème qui valait sûrement plus que mon budget course mensuelle, un jean de marque et ses bottes ridiculement chères qu'elle exhibait toujours sur les réseaux. Bonjour Martin, Béatrice. J'ai gardé la voix neutre. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui nous amène? Martin a gesticulé vers les cartons empilés dans la pièce. Maman, c'est de la folie. Tu ne peux pas vendre ta maison et disparaître sans nous en parler. Je ne disparais pas. Je déménage. Où Béatrice a avancé son ton prenant cette douceur inquiète qui me donnait la chair de poule. On s'inquiète pour toi, Paulette. Ce genre de comportement impulsif ne te ressemble pas. Impulsif? Comme si je n'avais pas passé 3 semaines à planifier chaque détail avec soin. Je déménage à Bordeaux pour être près de ma cousine Rebecca. Martin a froncé les sourcils. Rebecca, je m'en souviens à peine. Tu ne lui as pas parlé depuis des années. On est resté en contact plus que tu ne crois, mais pourquoi Bordeaux a demandé Béatrice? C'est si loin. Et avec tes crises, tu ne penses pas, Spo, que tu devrais rester plus près de la famille, crise. Encore ce mot conçu pour me faire passer pour instable, peu fiable. Je n'ai pas de crise, Béatrice. Eh bien, non, bien sûr que non, a-t-elle dit vite. Je voulais dire, tu sais, la confusion au mariage, les accusations. Martin s'est tortillé mal à l'aise. Maman, à propos de ça. À propos de quoi, ai-je demandé? De ta femme qui m'a coupé les cheveux ou de son récit à tous les invités du vin d'honneur que je perdais la tête? Le maquillage impeccable de Béatrice n'a pas caché l'éclair de panique dans ses yeux. Je n'ai jamais dit que tu perdais la tête. J'étais inquiète pour toi, c'est tout. Tu as dit à un groupe d'invités que j'avais besoin d'une maison de retraite. Ce n'est pas... Elle s'est arrêtée, s'est reprise. Je pense que tu as mal compris la conversation. Je comprends parfaitement. Je me suis dirigée vers le manteau de la cheminée et ai pris un cadre avec la photo de la remise de diplôme de Martin à l'université. Je comprends que tu me vois comme un problème à gérer un fardeau pour ton mariage. Maman, ce n'est pas vrai, a dit Martin. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment ai-je tourné pour les affronter tous les deux. Quand as-tu appelé pour la dernière fois juste pour discuter Martin pas parce que tu avais besoin de quelque chose?
Pas parce que Béatrice t'avait rappelé de vérifier ta pauvre maman solitaire, mais parce que tu voulais vraiment entendre ma voix. Il a ouvert la bouche, puis refermé, exactement. J'ai posé la photo dans un carton. Tu m'as fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue dans ta vie que comme une obligation, donc je supprime cette obligation. Tu es dramatique, a dit Béatrice la voix, s'aiguisant. On n'a jamais dit que tu n'étais pas la bienvenue. Tu m'as dit de tracer mon propre chemin et d'arrêter de dépendre de Martin. C'est ce que je fais. Je voulais dire que tu trouves des hobbies. Le sang-froid de Béatrice se fissurait. Rejoins un club de lecture fait du jardinage, trouve des amis de ton âge. Je ne voulais pas dire que tu fuis dans une autre région comme une ado en cavale. J'ai 67 ans, Béatrice. Je n'ai pas besoin de ta permission pour décider de ma vie. Martin s'est interposé. Bon, calmons-nous tous. Maman, je pense qu'il y a un énorme malentendu. On ne veut pas que tu partes. On veut que tu fasses partie de notre famille. Quelle famille? Les mots sont sortis plus durs que je ne voulais. La famille qui me place au fond de l'église à ton mariage. La famille qui ne me mentionne pas dans le discours du marié. La famille qui me trouve si instable que j'aurais pu me couper les cheveux moi-même et accuser quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais dit que je pensais que tu t'étais coupé les cheveux toi-même, a dit Martin faiblement. Tu n'as pas eu à le dire. Tu l'as cru sans questionner. Tu as choisi son histoire contre la mienne sans même envisager que ta mère dise la vérité. Béatrice a croisé les bras. Parce que ton histoire n'avait pas de sens, Paulette, pourquoi ferais-je une chose si horrible parce que tu voulais t'assurer que je ne sois pas plus belle que ta mère sur les photos de mariage? C'est ridicule. Vraiment, tu me l'as dit toi-même que Geneviève était nerveuse de paraître vieille à côté de la famille du marié. C'était une conversation, n'en ai-je dit doucement. Tu collectais des renseignements. Tu cherchais quelle faiblesse exploiter. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Martin a regardé entre nous comme à un match de tennis, son visage pâle de confusion. C'est exactement de ça que je parle, a dit Béatrice enfin. Ces accusations paranoïaques. Ce n'est pas sain, Paulette. Tu sais ce qui n'est pas sain? Ai-je posé le carton que je tenais et l'ai affronté directement? 35 ans à mettre les besoins de mon fils avant les miens pour être traitée comme une embarrassante à son mariage. 35 ans à enchaîner les boulots et sacrifier tout pour qu'il ait des chances que je n'ai jamais eues pour m'entendre dire que je suis un fardeau pour son nouveau mariage. Maman, a dit Martin doucement. 35 ans d'amour et de dévouement. Ai-je continué la voix se fortifiant pour découvrir que ça ne vaut rien face à 3 ans de manipulation d'une femme qui me voit comme une rivale pour l'attention de son mari? Je ne te vois pas comme une rivale, a dit Béatrice, mais sa voix était trop tranchante, trop défensive. Vraiment. Alors pourquoi as-tu dû détruire mon apparence le jour de ton mariage? Pourquoi m'as-tu humiliée devant des gens que je connais depuis des décennies? Pourquoi as-tu dû t'assurer que tous me voient comme la belle-mère folle au lieu de la femme qui a élevé l'homme que tu prétends aimer? Le masque de Béatrice glissait complètement maintenant. Parce que tu es la belle-mère folle. Tu es possessive et jalouse et tu ne supportes pas que Martin n'ait plus besoin de toi. La vérité a plané entre nous comme un fil sous tension. Voilà, et je dis doucement. Enfin, la vraie Béatrice. Martin a fixé sa femme choquée. Béatrice. Qu'est-ce que... Oh, ne fais pas l'étonner, a-t-elle claqué. Tu te plains d'elle constamment. Comment elle appelle trop? Comment elle te traite encore comme si tu avais 12 ans? Comment elle fait tout tourner autour d'elle? Je n'ai jamais dit que... Tu l'as dit. À chaque fois qu'elle fait quelque chose d'agaçant, tu rentres et tu te défoules sur moi. Tu es juste trop lâche pour le lui dire en face. J'ai senti quelque chose se rompre en moi. Pas mon cœur qui se brisait lentement depuis des années. Quelque chose de plus profond. Le dernier fil me reliant au fils que j'avais élevé. Le garçon qui me défendait contre le monde. Je vois et je dis calmement. Le visage de Martin s'est affaissé. Maman, je ne voulais pas... Si tu le voulais. J'ai pris un autre carton surprise par la fermeté de mes mains, et tu sais quoi, tu as raison. J'ai été possessive. J'ai été jalouse. Parce que pendant 35 ans, tu as été le centre de mon univers. Et je ne pouvais pas accepter de ne plus être le centre du tien. J'ai regardé les deux, mon fils qui évitait de mes yeux et sa femme qui vibrait d'une rage justifiée. Mais je l'accepte maintenant. Donc, voilà ce qui va se passer. Je déménage à Bordeaux la semaine prochaine. Je commence une nouvelle vie avec des gens qui me veulent vraiment près d'eux. Et vous deux, vous pouvez bâtir votre petite famille parfaite sans le fardeau de me gérer. Maman, s'il te plaît, a dit Martin. On peut t'arranger ça. Non, on ne peut pas parce que ce n'est pas un malentendu, Martin. C'est ce que tu es devenu. Et je comprends enfin que rien de mon amour ne changera ça. Je suis allée à la porte d'entrée et elle est ouverte.
Je pense que vous devriez partir maintenant. Ils n'ont pas bougé un long moment. Puis, Béatrice a attrapé le bras de Martin et l'a tiré vers la porte. Très bien, a-t-elle dit. Mais n'attends pas qu'on accourt quand tu réaliseras ton erreur. Après leur départ, je me suis assise parmi mes cartons et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, le soulagement. Le pire était arrivé. La comédie était finie et je respirais encore. En fait, pour la première fois en des décennies, je respirais librement. 6 mois après avoir tout laissé derrière, je me tenais dans ma nouvelle cuisine à Bordeaux, regardant la pluie dessiner des motifs sur la fenêtre pendant que le café frais passait. Mes cheveux avaient repoussé argentés et doux coiffés exactement comme je le voulais. Personne ne les avait touchés sauf ma nouvelle coiffeuse, une charmante femme nommée Sarah qui ne posait pas de questions indiscrètes sur mon passé. Rebecca avait vu juste pour la communauté ici. En un mois, j'avais rejoint un groupe de randonnée pour seniors, un club de lecture qui se réunissait au café du coin et un programme de bénévolat à l'hôpital des enfants. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi. La lettre de Martin était posée non ouverte sur le comptoir. Elle était arrivée hier, réexpédiée de mon ancienne adresse. Sa troisième tentative de contact depuis mon départ. Les 2 premières avaient été des appels que j'avais laissés passer sur répondeur, des messages pleins de confusion et de peine que j'avais écoutés une fois puis effacés. Je n'étais pas prête avant. Aujourd'hui, je pensais l'être. Chère maman, commençait-elle de son écriture familière. J'essaie de te joindre depuis des mois. Je sais que tu es en colère et que nous t'avons blessé. J'écris parce que j'ai besoin que tu saches que Béatrice et moi on a des problèmes. J'ai posé la lettre et versé mon café, ajoutant la vraie crème que je ne m'étais jamais autorisée quand l'argent était serré. Par la fenêtre, je voyais Madame Chen, la voisine, s'occuper de son jardin. Elle m'avait invitée à dîner demain soir, juste parce qu'elle aimait ma compagnie. J'ai repris la lettre. Elle est différente depuis ton départ. Plus froide, plus contrôlante. Hier, elle m'a dit que je devais choisir entre une relation avec toi et rester mariée à elle. Elle a dit que si je te contactais, elle saurait que je te choisissais toi plutôt qu'elle. J'ai failli sourire, faire sourire. Le masque de Béatrice glissait enfin pour Martin aussi. Je repense sans cesse à ce qu'elle a dit ce jour-là chez toi, sur mes plaintes à ton sujet. La vérité, c'est que je dis ces choses quand j'étais frustrée ou fatiguée. Je me défoulais sur elle, sur des trucs qui semblaient agaçants sur le moment. Mais je n'aurais jamais voulu qu'elle utilise ces conversations comme munition contre toi. Trop peu trop tard, ai-je pensé. Mais j'ai continué à lire. J'ai repensé à quand j'étais gamin après la mort de papa. Tu te souviens de cette nuit où j'avais peur qu'il y ait un monstre sous mon lit? Tu ne m'as pas juste dit qu'il n'y avait rien. Tu as pris une lampe torche et on a fouillé toute la chambre ensemble. Puis tu as fait un spray anti-monstre avec de l'eau et de la lavande et tu as dit que tant que je l'aurais, aucun monstre ne pourrait m'atteindre. Je m'en souvenais. Il avait 8 ans et était si brave, essayant de ne pas pleurer pendant qu'on inspectait chaque recoin de sa chambre. J'ai réalisé quelque chose, maman. Tu as été mon spray anti-monstre pendant 18 ans. Oui. À chaque fois que le monde semblait effrayant ou injuste, tu le rendais sûr. Et au lieu d'être reconnaissant, j'ai grandi en te ressentant pour ça. Je pensais que ça voulait dire que j'étais faible, que j'avais besoin de protection. Je ne comprenais pas que ça voulait dire que j'étais aimée. Les mots se sont brouillés de larmes dans mes yeux. Mais j'ai continué. Béatrice n'a jamais eu ça. Ses parents étaient froids, distants. Elle ne comprend pas ce qu'on avait. Alors elle l'a vu comme quelque chose de malsain. Et j'ai été assez stupide pour la croire. Je suis allée au salon et me suis assise dans mon nouveau fauteuil préféré. Un fauteuil bleu moelleux que j'avais acheté parce qu'il me plaisait pas, parce qu'il s'harmonisait avec quoi que ce soit. La lumière de l'après-midi s'estompe et j'entendais Rebecca dans son jardin à côté, fredonnant, en travaillant. Tu me manques, maman. Pas juste parce que les choses s'effondrent avec Béatrice, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu en choisissant de la croire plutôt que toi. J'ai perdu la seule personne qui m'aimait inconditionnellement, la seule qui voyait toujours le meilleur en moi-même quand je ne le méritais pas. Le téléphone a sonné interrompant ma lecture. Le numéro de Rebecca s'affichait. Paulette, ma chère, es-tu libre pour dîner ce soir au lieu de demain? Mon neveu vient de Marseille et je me suis dit que tu aimerais le rencontrer. C'est un veuf à peu près ton âge qui adore lire. J'ai souri. Rebecca essayait de me caser avec divers célibataires éligibles depuis mon arrivée. Convaincue que j'avais besoin de romance pour parfaire ma nouvelle vie, elle ne comprenait pas qu'après des décennies à me définir par les besoins des autres, j'appréciais le luxe de ne répondre qu'à moi-même. Ça a l'air charmant, ai-je dit me surprenant.
À quelle heure, après avoir raccroché, je suis revenue à la lettre de Martin. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je le demande quand même parce que je ne supporte pas l'idée de vivre le reste de ma vie sans ma mère. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai posée de côté. Puis, je suis allée à mon bureau et ai sorti une feuille de mon nouveau papier à lettres crème avec mon adresse bordelaise en en-tête. Cher Martin, et j'écris « Merci pour ta lettre. Ça compte plus que tu ne sais d'entendre que tu reconnais les erreurs commises. » J'ai fait une pause réfléchissant à ce que je voulais dire, à combien j'étais prête à révéler. J'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne suis pas partie parce que j'ai arrêté de t'aimer. Je suis partie parce que t'aimer me détruisait. Pendant trop d'années, je t'ai mis au centre de mon univers pendant que je disparaissais en arrière-plan. Ce n'était pas sain pour aucun de nous. Les mots coulaient plus facilement que je ne pensais. J'ai bâti une nouvelle vie ici. J'ai des amis qui apprécient ma compagnie, des activités qui me comblent de joie, et pour la première fois en des décennies, je vis pour moi. Je ne renoncerai pas à ça, même pour toi. J'ai pensé à mentionner l'argent, l'héritage qui avait rendu cette nouvelle vie possible, mais certains secrets valent encore la peine d'être gardés. Si tu veux rebâtir notre relation, ce sera sur de nouveaux termes. Je ne serai plus la mère qui sacrifie tout pour le bonheur de son enfant. Je ne serai plus la grand-mère qui garde les petits quand tu as besoin d'une pause, ou le contact d'urgence qui lâche tout quand tu appelles. Dehors, la pluie s'était arrêtée, et la lumière du soir teignait tout d'or. Mais si tu veux une mère qui a trouvé sa propre force, qui peut t'offrir l'amour sans se perdre dans le processus, alors peut-être pourrons-nous avancer. J'ai scellé la lettre et l'ai posée près de mon sac pour la franchir demain. Puis je suis allée me préparer pour le dîner, avec Rebecca et son neveu. Au restaurant, je me suis retrouvée assise en face de David, un professeur à la retraite, aux yeux bienveillants et au rire facile. Il racontait des anecdotes sur ses élèves, posait des questions réfléchies sur mon déménagement à Bordeaux. Et jamais il ne m'a fait sentir que je devais justifier mes choix. Rebecca me dit que tu es une sacrée randonneuse, a-t-il dit au dessert. Je cherche quelqu'un pour explorer les sentiers plus difficiles. La plupart de mes amis pensent que je suis trop vieux pour l'aventure. J'aimerais bien, et je dis le pensant vraiment. Je découvre juste que je suis plus courageuse que je ne croyais. En rentrant plus tard, je me sentais légère comme je ne l'avais pas été depuis la jeunesse. Le poids des attentes des autres, des besoins des autres, des déceptions des autres, tout était parti. Mon téléphone a vibré d'un message. Un instant, j'ai cru que c'était Martin, mais c'était de Sarah du groupe de randonnée. Les conditions des sentiers sont idéales pour la rando de demain. Hâte de te voir là. J'ai tapé vite. Je ne raterai ça pour rien au monde. Et je le pensais. Ce monde que j'avais bâti, cette vie que j'avais revendiquée, je n'en raterai pas un instant. De retour dans ma maison tranquille, j'ai fait une tasse de thé et me suis assise dans mon fauteuil bleu, regardant les lumières de la ville. Quelque part à travers le pays, Martin lisait probablement ma lettre, essayant de comprendre la femme qui avait remplacé la mère qu'il croyait connaître. J'espérais qu'il comprendrait un jour. J'espérais qu'il trouverait le courage de bâtir une vie sur ses propres choix plutôt que sur les manipulations d'autrui. Mais qu'il le fasse ou non, j'irais bien. Pour la première fois de ma vie, je me suffisais à moi-même. Et ça, j'ai réalisé, était la découverte la plus puissante de toutes. Maintenant, je suis curieuse de vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous vécu quelque chose de semblable? Dites-le moi en commentaire. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres récits qui sont des favoris de la chaîne et ils vous surprendront sûrement. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.